Bienvenue. Imaginez un instant une métropole, mais une métropole incroyablement complexe, avec ses gratte-ciel, ses autoroutes, ses usines, le tout, absolument tout, contenu dans un volume plus petit qu'un grain de sable. Aujourd'hui, on ne visite pas une ville, non, on explore quelque chose d'encore plus fascinant, l'architecture interne de nos propres cellules. On est en droit de se poser la question. Avec tout ce qui se passe à l'intérieur, ce chaos permanent, comment une cellule fait-elle pour garder sa forme? Qu'est-ce qui l'empêche au fond de n'être qu'une simple flaque microscopique? Eh bien la réponse, la voilà. C'est cette structure absolument incroyable, le cytosquelette. Mais attention, il faut tout de suite oublier l'image d'un squelette statique et rigide. Non, il faut plutôt voir ça comme un échafaudage vivant, une sorte d'infrastructure intelligente qui grouille d'activité, qui se construit et se déconstruit sans arrêt pour répondre aux besoins de la cellule. Alors, prêt pour la visite? Voici le programme. On va d'abord jeter un œil aux fondations générales de notre ville-cellule. Ensuite, on explorera 3 de ses quartiers principaux, chacun avec son architecture bien à lui. Et pour finir, on verra ce qui se passe, le chaos qui s'installe quand les plans de construction tournent mal. Et voici nos 3 grands acteurs. Ce tableau, c'est un peu leur carte d'identité. On voit tout de suite qu'ils n'ont pas la même taille, qu'ils sont faits de protéines différentes et surtout qu'ils ont des rôles bien définis. On a le filament le plus fin, super dynamique, parfait pour le mouvement. Le filament intermédiaire, lui, est là pour la solidité. Et enfin, le plus gros, le microtubule, rigide, taillé pour le transport. Chacun sa spécialité. Bon, commençons par les bases. De manière générale, à quoi sert cet échafaudage pour la cellule? En fait, son rôle est multiple. D'abord, c'est la charpente, ce qui donne sa forme à la cellule, qui la sculpte. C'est aussi un réseau de moteurs qui lui permet de bouger, de ramper, de se déformer et de gérer tout son trafic interne. Et enfin, c'est lui qui ancre chaque petit organite à sa place, un peu comme des meubles qu'on fixerait dans une maison pour que rien ne bouge. Allez, on entre dans le premier quartier. Le quartier des filaments les plus fins et, de loin, les plus dynamiques de notre ville cellulaire. Voici donc les microfilaments, qu'on appelle aussi filaments d'actine. Pour se les représenter, il faut imaginer de fines cordes faites de perles, où chaque perle serait une protéine d'actine. Ils forment un réseau très dense juste sous la surface, sous la membrane de la cellule, et ils agissent un peu comme des muscles miniatures qui permettent à la cellule de changer de forme ou de se déplacer. Et ce qui est génial avec l'actine, c'est sa polyvalence, et cette image le montre très bien. À gauche, on a des faisceaux bien parallèles, super organisés, qui créent des structures rigides. À droite, au contraire, c'est un maillage en 3 dimensions, beaucoup plus lâche, qui donne au cytoplasme cette consistance de gel et qui permet à la cellule de ramper. Mais alors, comment ces filaments peuvent-ils être à la fois stables et en même temps si incroyablement dynamiques? Eh bien, la réponse se trouve dans un processus absolument fascinant. Alors tout commence à une des extrémités du filament qu'on appelle l'extrémité plus. C'est ici que de nouvelles briques d'actine, chacune portant une petite batterie d'énergie, l'ATP, viennent s'ajouter les unes après les autres. Le filament s'allonge. Mais une fois qu'elles sont en place, ces briques consomment leur énergie. La batterie, l'ATP, se décharge et devient de l'ADP. Et ce petit changement chimique, eh bien, il affaiblit la façon dont elle s'accroche au reste du filament. Et c'est là que le coup de génie arrive. À l'autre bout du filament, à l'extrémité moins, ces unités affaiblies finissent par se détacher. Résultat, le filament ajoute des briques d'un côté et en perd de l'autre, exactement comme un tapis roulant. Ça lui permet de se déplacer, de se réorganiser à une vitesse folle, tout en gardant une longueur à peu près stable. C'est une ingénierie remarquable, non? Allez, on change de quartier. On quitte les structures dynamiques pour aller voir les véritables piliers de la cellule, ceux qui garantissent sa solidité à toute épreuve. Leur construction, c'est un vrai chef-d'œuvre. On part de simples protéines fibreuses. Elles s'enroulent 2 par 2 pour former un dimère. Ensuite, 2 de ces dimères s'associent, mais tête bêche, ce qui crée une brique ultra stable, le tétramère. On aligne ces briques les unes après les autres, et à la fin, on enroule 8 de ces fils ensemble pour créer un câble d'une résistance incroyable, un peu comme une corde d'alpinisme. Leur mission, c'est la résistance pure. Ils traversent toute la cellule pour l'armer contre les étirements et les pressions, ils ancrent le noyau bien au centre et ils soudent littéralement les cellules les unes aux autres. C'est grâce à eux, par exemple, que notre peau ne se déchire pas. Ce sont vraiment les câbles d'acier de la cellule. Et voilà notre dernière étape. On va visiter le réseau de transport à grande vitesse de la cellule. Ce sont les plus gros et les plus rigides éléments du cytosquelette. Alors, les microtubules. Cette fois, il ne faut pas imaginer des câbles pleins, mais plutôt des cylindres creux et rigides, un peu comme des poutres de construction. Ils sont assemblés à partir d'une protéine, la tubuline. Et c'est cette structure en tube qui leur donne une rigidité exceptionnelle, parfaite pour leur double rôle de charpente et de réseau de transport. Bien sûr, si les microtubules sont les rails, il faut des trains pour circuler dessus. Et ces trains, ce sont les protéines motrices. Les kinésines et les dinéines sont comme de minuscules livreurs qui marchent le long des rails en transportant leur cargaison. Et le plus fou,
c'est qu'elles ont un sens de l'orientation. Les kinésines vont toujours vers l'extérieur de la cellule, alors que les dynéines, elles, retournent vers le centre. C'est un véritable système logistique intégré. Mais leur rôle devient absolument spectaculaire quand la cellule se divise. Là, tout le réseau de microtubules se démonte pour se réassembler en cette structure incroyable, le fuseau mitotique. Sa mission est vitale, il doit attraper les chromosomes et les répartir parfaitement et équitablement entre les deux futures cellules filles. C'est une chorégraphie mécanique d'une précision à couper le souffle. Notre visite est presque terminée. Mais pour bien comprendre à quel point cette architecture est cruciale, il faut voir ce qui se passe quand l'un de ces éléments est défectueux. On se souvient des filaments intermédiaires, nos fameux câbles d'acier? La kératine en est un, et elle est essentielle à la solidité de la peau. Si un défaut génétique l'affecte, ces câbles ne sont plus assez solides. La peau devient alors extrêmement fragile. Le moindre frottement peut causer des cloques très graves, simplement parce que les cellules ne sont plus solidement attachées les unes aux autres. Et voici un autre exemple tout aussi tragique. Dans nos neurones, les neurofilaments, qui sont un autre type de filament intermédiaire, servent de squelette interne aux longs câbles qui transmettent les ordres aux muscles. Dans une maladie comme la SLA, ces filaments se désintègrent. Le câble, l'axone, n'a plus de support structurel et il finit par se rompre. Le fil est coupé. La communication entre le cerveau et les muscles est perdue, ce qui mène à la paralysie. Notre visite s'achève ici, du dynamisme fou de l'actine à la force tranquille de la kératine, en passant par les autoroutes de tubuline, le cytosquelette est tellement plus qu'une simple charpente. C'est une métropole vivant en perpétuelle reconstruction. Et face à une telle complexité, on ne peut que s'émerveiller et se demander quels autres secrets d'ingénierie se cachent encore dans les plans de cette architecture cellulaire.